En octobre 2025, deux complexes industriels africains ont brisé 4 siècles de dépendance économique. À Lagos, la raffinerie Dangote transforme chaque jour 610 000 barils de pétrole. À Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré inaugure la première raffinerie d'or publique du continent, capable de traiter 150 tonnes par an. Deux projets séparés par 1800 km, mais unis par une même logique. L'Afrique garde enfin la valeur de ses richesses. Ce changement d'équation, entre ingénierie et souveraineté, pourrait redessiner le rapport de force entre le Nord et le Sud. Ce que racontent ces deux raffineries dépasse les chiffres. Elles condensent un pari, que l'Afrique puisse enfin transformer ses ressources au lieu de les céder brutes, que la richesse extraite du sol devienne richesse construite. Le projet pétrolier de Dangote épargne au Nigeria plus de 12 milliards de dollars d'importations par an. Celui d'Ibrahim Traoré redonne au Burkina Faso près de 3 milliards de valeur ajoutée annuelle, jusque-là perdue dans les circuits suisses et britanniques. Mais au-delà des gains économiques, l'enjeu est symbolique. Démontrer que la souveraineté peut naître d'une raffinerie autant que d'une urne. L'Europe s'inquiète, les marchés se réajustent, les analystes parlent d'un moment OPEP pour les minerais africains. Et pendant que les bilans s'écrivent, une question s'impose. Ces infrastructures marquent-elles la fin du modèle d'extraction ou simplement le début d'une autre dépendance, cette fois technique et financière? Le tournant s'est joué sur 2 chantiers, à 1 an d'intervalle. En novembre 2025, Ibrahim Traoré annonce la pleine capacité de la raffinerie d'or de Ouagadougou. 150 tonnes par an, près de 9 milliards de dollars de valeur. 1 an plus tôt, à Lagos, Aliko Dangote mettait en service la plus vaste raffinerie d'Afrique, capable de traiter 610 000 barils de pétrole chaque jour. Ces deux infrastructures, distantes de 1800 km, renversent 4 siècles de logique économique. Extraire ici, transformer ailleurs. Pendant des décennies, le modèle colonial avait perduré sous une autre forme. L'Afrique exportait le brut, or, cuivre, pétrole, et importait le produit fini. La valeur se dissolvait dans les marges des raffineries européennes. Les devises s'évaporaient. Les États s'endettaient pour racheter leurs propres ressources. Le Nigeria dépensait 12 milliards de dollars par an en importation de carburant. Le Burkina perdait jusqu'à 3 milliards par an en sous-évaluation de son or brut. Ces deux raffineries changent la grammaire du commerce africain. Désormais, les flux s'inversent. Extraction, raffinage, distribution se font sur le même territoire. Les profits ne remontent plus vers Londres ou Zurich, mais irriguent Lagos et Ouagadougou. Les emplois se comptent par dizaines de milliers. La monnaie locale circule. L'investissement prend racine. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas seulement un acte industriel, c'est une déclaration de dignité. Nous ne demandons plus la permission d'être libres, dit-il lors de l'inauguration. Et derrière lui, une nouvelle carte du pouvoir économique africain se dessine. Les nations minières et pétrolières cessent d'être des fournisseurs. Elles deviennent des producteurs souverains. Au cœur de cette mutation, 2 figures cristallisent l'attention. Aliko Dangote, l'industriel nigérian, incarne la puissance du capital privé africain. Ibrahim Traoré, jeune chef d'État burkinabé, en symbolise la version publique, souveraine et assumée. L'un agit par la logique de marché, l'autre par la volonté politique. Mais tous deux convergent vers une même idée, que l'Afrique n'a pas besoin de tutelle pour bâtir ses propres usines. Les premiers effets sont tangibles. Au Nigeria, la mise en service de la raffinerie a créé plus de 10 000 emplois directs et 50 000 indirects. Le pays économise désormais chaque année 12 milliards de dollars sur les importations de carburant, stabilisant sa monnaie et réduisant la pression inflationniste. Au Burkina Faso, le raffinage de l'or retient sur place jusqu'à 85% de la valeur créée, contre à peine 10% auparavant. Les recettes supplémentaires financent l'éducation, les routes
et l'électrification rurale. Dans les deux capitales, la transformation dépasse l'économie. À Lagos, un chauffeur de taxi parle de fierté retrouvée en remplissant son réservoir de carburant produit localement. À Ouagadougou, une ingénieure chimiste de la nouvelle raffinerie affirme « Pour la première fois, nous maîtrisons la chaîne entière ». C'est ce que disent ce que les chiffres ne montrent pas. Un sentiment d'appartenance à une économie qui leur ressemble. Et c'est peut-être là, plus que dans les milliards investis, que réside le véritable changement, dans la confiance d'un continent qui se regarde enfin comme producteur, non plus comme fournisseur. Tout commence à Lagos, en 2017. Aliko Dangote annonce que son pari, construire, sans aide du FMI, la plus grande raffinerie de pétrole du continent, montant 20 milliards de dollars. Objectif, transformer sur place le brut du delta du Niger. Pendant 7 ans, le chantier avance, entre crise de change et obstacles logistiques. En mai 2024, la raffinerie produit ses premiers litres d'essence. En octobre 2025, elle fonctionne à plein régime, 610 000 barils par jour. Avant elle, le Nigeria vivait une absurdité économique. Exporter le pétrole brut, importer l'essence, gaspiller 12 milliards de dollars chaque année. Une mécanique de dépendance entretenue par les contrats d'importation signés avec des groupes européens. Désormais, le cycle se ferme localement. Extraction, raffinage, distribution. Le pays économise ses assises, ses devises, alimente sa région. Ghana, Bénin, Togo achètent désormais du carburant made in Nigeria. Pendant ce temps, à Ouagadougou, un autre projet, AE, prend forme. Dès 2023, Ibrahim Traoré lance la construction de la première raffinerie d'or publique d'Afrique. Capacité, 150 tonnes par an. Valeur estimée, plus de 9 milliards de dollars. En novembre 2025, la phase finale est achevée. L'or burkinabé, jadis exporté brut vers la Suisse ou les Émirats, était désormais raffiné sur place, en lingots de 22 carats. La différence se chiffre immédiatement. Avant, 70% du métal partait sous forme brute, ne laissant au pays que 5 à 10% de la valeur finale. Après la mise en service, le Burkina capte 85 à 90% de la valeur. 3 milliards de dollars supplémentaires restent dans l'économie nationale. Routes, écoles, infrastructures sont financées par ces recettes. Mais derrière les chiffres, il y a une révolution discrète. Des ingénieurs formés localement remplacent les experts étrangers. Les circuits bancaires internes se renforcent. Une classe moyenne technique apparaît, fière d'être la main qui transforme. Entre Lagos et Ouagadougou, une alliance tacite se dessine. 2 modèles, privés et étatiques, qui prouvent qu'une industrialisation africaine est possible sans tutelle extérieure. Le Nigeria montre la viabilité commerciale, le Burkina, la viabilité politique. Les observateurs occidentaux parlent d'un effet miroir. L'Europe découvre un continent capable d'agir sans préconditionner, sans expertise importée. Les institutions financières internationales révisent leurs rapports. Ce que beaucoup considéraient comme utopie devient prototype. Et dans les rues de Lagos, comme dans les mines du Sahel, le même murmure se propage. Nous ne serons plus des fournisseurs. Cette phrase, reprise par Ibrahim Traoré lors d'un discours en décembre, devient un slogan. Ainsi, 2025 n'est pas seulement une année industrielle, c'est l'an zéro d'une nouvelle souveraineté africaine. Les chiffres racontent la révolution mieux que les discours. Avant 2020, 76% des exportations africaines étaient composées de matières premières brutes. La valeur réellement conservée sur le continent oscillait entre 12 et 18%. En 2025, ce ratio passe à 35-42%. L'objectif fixé par les économistes africains, atteindre 50% d'ici 2030. Ce basculement n'est pas théorique. Il s'incarne dans des infrastructures concrètes, mesurables, auditées,
Au Nigeria, la raffinerie Dangote permet une économie annuelle de 12 milliards de dollars. Le pays n'importe plus de carburant raffiné. L'effet immédiat: réduction de 7% du déficit commercial et amélioration des réserves en devises de 18%. L'indice des prix à la consommation, poussé par les coûts de transport, baisse de 4,2% sur 12 mois. Ces gains, additionnés, équivalent à 3 points de PIB. Au Burkina Faso, la raffinerie d'or modifie une équation vieille de 60 ans. Avant 2024, 70 tonnes d'or étaient exportées brutes, générant 500 à 700 dollars par once. Après raffinage domestique, la même once atteint 900 dollars, soit un triplement de valeur captée localement. La part de valeur retenue grimpe de 15% à 85 à 90%, ajoutant environ 3 milliards de dollars par an au budget national. Ces gains s'étendent au-delà des frontières. En 2025, les exportations africaines de produits raffinés atteignent 78 milliards de dollars, contre 47 milliards en 2024, une hausse de 66%. Le commerce intra-africain, alimenté par ces flux, croît de 52% en 2 ans. Les emplois directs et indirects liés aux raffineries dépassent les 80 000 sur le continent. Pour Ibrahim Traoré, ces indicateurs sont plus qu'économiques. Ils prouvent que l'industrialisation peut être un outil de souveraineté. Dans ses discours, il cite souvent une idée simple: un pays qui raffine décide. En liant la transformation à la stabilité, il inverse le raisonnement dominant du FMI, selon lequel la croissance doit précéder l'industrie. Les analystes financiers, eux, calculent l'effet multiplicateur. Chaque dollar investi dans le raffinage crée jusqu'à 4,5 dollars de valeur interne, contre 0,88 dans le modèle d'export brut. Les flux de capitaux se réorientent quand les banques régionales financent désormais les infrastructures productives au lieu des dettes d'importation. Le continent découvre la puissance de ses propres chiffres. Les bilans ne sont plus écrits à Londres ou Washington, mais à Lagos, à Ouagadougou, à Accra. L'Afrique commence à mesurer sa richesse à travers ce qu'elle garde, non ce qu'elle vend. Et dans ce glissement de chiffres et de souveraineté, une conviction s'ancre. La vraie indépendance n'est pas politique, elle est comptable. Les critiques ne manquent pas. Certains économistes européens parlent d'illusions souverainistes. Selon eux, le raffinage local ne suffira pas. Sans capitaux étrangers, sans technologie d'entretien importée, les usines africaines risquent de devenir des éléphants blancs, coûteux, inefficaces, dépendants malgré tout. D'autres avertissent du risque écologique. Plus d'émissions, plus de déchets chimiques, moins de normes internationales. L'argument classique revient. Industrialiser vite, c'est se polluer lentement. Les défenseurs du modèle répliquent chiffres à l'appui. Le coût de production du baril raffiné à Lagos reste inférieur de 18% aux importations précédentes. La raffinerie de Dangote, autonome en énergie grâce à sa centrale de 435 MW, émet 30 de CO2 en moins que la moyenne mondiale. Au Burkina Faso, la raffinerie d'or, alimentée par une combinaison solaire et biomasse, fonctionne selon les normes ISO environnementales. Ibrahim Traoré répond directement à la critique occidentale. Ceux qui nous parlent d'écologie aujourd'hui sont ceux qui, hier, ont creusé nos mines sans nous demander notre avis. Sa formule n'est pas un slogan. Elle illustre une tension entre moralisation et souveraineté. Oui, l'Afrique doit être durable, mais elle ne peut plus être dépendante. Le débat divise les économistes africains eux-mêmes. Certains plaident pour un modèle mixte, où les capitaux privés, comme ceux de Dangote, garantissent la vitesse, et les projets publics, comme celui du Burkina, assurent l'équité. D'autres estiment que seule la planification étatique permettra d'éviter la capture du marché par une nouvelle oligarchie industrielle. Mais tous reconnaissent un fait. Pour la première fois, les termes du débat sont africains. Les décisions ne viennent plus de Washington ou Bruxelles, mais de Lagos, Ouagadougou, Accra. La question n'est plus si l'Afrique peut produire, mais
Comment elle choisira de le faire? L'Afrique ne demande plus, elle décide. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors de l'inauguration d'octobre 2025, résonne comme un seuil, car à ce moment précis, le continent passe d'un discours de revendication à une pratique de production. Ce n'est plus une aspiration politique, c'est un protocole industriel. La révolution silencieuse devient visible. Les barils, les lingots, les pipelines et les laboratoires remplacent les slogans. L'Afrique fabrique. Et dans ce simple verbe se trouve la rupture. Les entreprises occidentales, longtemps sûres de leur contrat d'exclusivité, voient leur marge fondre de 35%. Les analystes financiers parlent d'un effet Traoré, un précédent dangereux, non pour l'Afrique, mais pour les marchés qui la sous-évaluaient. Cette inflexion n'est pas une menace militaire, c'est une secousse structurelle. Quand Lagos et Ouagadougou deviennent des pôles de prix, Londres et Zurich cessent d'être les seules références. L'Afrique n'est plus seulement une réserve de ressources, elle devient un espace de calcul, de cotation et de valeur. Un nouveau centre de gravité vient de naître, et il parle français, Haoussa, Yoruba, Mouré. Les effets de cette double révolution touchent plusieurs dimensions. Les États producteurs reprennent le contrôle de leur chaîne de valeur. Le Nigeria n'importe plus d'essence, réduisant sa dépendance au dollar. Le Burkina Faso exporte de l'or raffiné, non du minerai brut. Les budgets étatiques nationaux deviennent prévisibles. Les dettes se renégocient sur la base d'actifs réels. En 2025, en 2025, la Banque africaine de développement annonce une hausse de 42% de la valeur interne captée sur les exportations régionales. L'Afrique cesse d'être périphérie, elle devient acteur. Les compagnies locales découvrent un marché intérieur inédit. Les cimenteries, les transports, l'énergie, la logistique profitent de cette intégration verticale. Au Nigeria, 50 000 emplois. Emplois indirects naissent autour de la raffinerie Dangote. Au Burkina Faso, les PME métallurgiques et de sécurité industrielle se développent. Une nouvelle génération d'entrepreneurs se forme, plus technique, moins dépendante de contrats d'importation. Le changement se lit dans la vie quotidienne. À Lagos, 1 litre d'essence coûte 30% de moins qu'avant 2024. À Ouagadougou, les salaires des techniciens du raffinage dépassent pour la première fois la moyenne nationale. Les revenus circulent, la consommation locale s'élargit, les écoles techniques se multiplient. Dans un village minier du Sahel, un ouvrier dit « Pour la première fois, mon or reste ici ». Cette phrase résume l'impact psychologique. La valeur perçue rejoint la valeur réelle. Les partenaires commerciaux réévaluent leur position. Ghana accélère la construction de son complexe d'aluminium. La Zambie étend ses fonderies de cuivre. La RDC investit dans le cobalt pour batteries africaines. Ces décisions, inspirées par le modèle de Ibrahim Traoré, réorganisent les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'Europe perd sa rente de raffinage. L'Afrique crée un arc de souveraineté du golfe de Guinée au Sahel. Les marchés financiers réagissent. En 2025, les exportations de ressources raffinées africaines atteignent 78 milliards de dollars, contre 47 milliards l'année précédente. Les analystes occidentaux parlent en pays d'un basculement post-extraction. L'Afrique ne sort pas seulement du sous-sol, elle entre dans l'économie de la transformation. Et tandis que les usines tournent, un sentiment nouveau émerge, celui d'un continent qui cesse de subir l'histoire pour commencer à l'écrire. L'année 2026 s'ouvre sur 3 trajectoires possibles pour l'Afrique industrielle. Dans un premier scénario, les raffineries fonctionnent à plein, mais la croissance reste modérée. Le Nigeria stabilise ses exportations régionales de carburant. Le Burkina Faso atteint un rendement constant de 130 tonnes d'or raffiné par an. Le continent retient environ 40% de la valeur créée, mais dépend encore des pièces détachées et des expertises étrangères. L'Afrique gagne en crédibilité, sans encore modifier l'équilibre global. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, les États coordonnent leurs politiques industrielles.
La zone de libre-échange continentale devient le cadre d'une chaîne logistique panafricaine. Les raffineries partagent normes, certifications et transports. Une bourse des métaux africains entre en activité à Ouagadougou, fixant les prix du cuivre, de l'or et du cobalt selon les coûts locaux. Les revenus cumulés du raffinage dépassent 90 milliards de dollars, soit une hausse de 15% en un an. Les devises étrangères cessent d'être la seule référence. L'Afrique devient espace de prix, non plus simple marché. Dans un troisième scénario, plus pessimiste, les pressions extérieures se renforcent. Des multinationales contestent les nouvelles clauses de souveraineté imposées dans les contrats miniers, les retards d'entretien, les sanctions financières et les tensions internes freinent la production. Si ces obstacles s'accumulent, la dépendance technologique pourrait remplacer la dépendance commerciale. L'Afrique raffinerait sans posséder la maintenance, transformant son indépendance en mirage. Entre ces scénarios, le fil conducteur reste la même leçon qu'énonce Ibrahim Traoré. Le futur appartient à ceux qui transforment, pas à ceux qui exportent. Les 6 à 12 prochains mois diront si le continent a choisi la route de la coordination ou celle de la résistance solitaire. Mais déjà, une certitude émerge. La souveraineté économique n'est plus un concept abstrait. Elle s'expérimente, s'ajuste, se mesure à chaque baril raffiné, à chaque once d'or purifié. Au-delà des bilans comptables, cette révolution parle aux gens. À Lagos, un chauffeur de taxi explique que remplir son réservoir de carburant fabriqué ici n'est pas un geste banal, mais un acte de fierté. À Ouagadougou, une technicienne de la raffinerie d'or montre à ses enfants les lingots Bessidjok marqués Burkina Faso et dit « Voilà, c'est notre or maintenant ». Ces scènes anodines traduisent un basculement psychologique. La souveraineté cesse d'être un mot d'État pour devenir une émotion partagée. Les Africains se reconnaissent dans ces réussites. Les universités enseignent les projets de Dangote et d'Ibrahim Traoré comme études de cas. Les médias locaux parlent de renaissance par l'ingénierie. Les jeunes ingénieurs, au lieu de rêver d'expatriation, cherchent à rejoindre ces usines. Une nouvelle forme de patriotisme industriel s'esquisse, fondée non sur la nostalgie, mais sur la compétence. Pour les diasporas, ces images résonnent comme un rappel. L'Afrique ne se limite plus à la matière première ou au discours politique. Elle devient territoire de production, de certification, de valeur ajoutée. Les transferts d'expertise s'inversent. Des ingénieurs africains reviennent formés sur place, au lieu de partir. Et si ce mouvement se maintient, le changement le plus durable ne sera peut-être pas économique, mais culturel. Croire à nouveau en la capacité de construire, réparer, améliorer sans intermédiaire. Car, comme le résume une pancarte accrochée à la raffinerie de Ouagadougou, l'indépendance, ce n'est pas dire non. C'est savoir faire, oui. La souveraineté industrielle ne s'improvise pas, elle s'organise. Pour consolider les acquis de Lagos et d'Ouagadougou, plusieurs leviers s'imposent. D'abord, créer des standards africains de raffinage et de certification, reconnus par la zone de libre-échange continentale, afin que chaque tonne d'or ou chaque baril africain soit interchangeable à l'échelle du continent. Ensuite, investir massivement dans les écoles d'ingénieurs et les centres de maintenance. Former 20 000 techniciens en 5 ans réduirait de 40% la dépendance aux consultants étrangers. Ibrahim Traoré insiste. L'autonomie n'est rien sans compétence. Il faut aussi mobiliser les banques régionales pour remplacer les prêts conditionnés du FMI. La Banque africaine d'import-export pourrait injecter 10 milliards de dollars par an dans les infrastructures productives. Par ailleurs, mettre en réseau les raffineries et les marchés, avec des pipelines énergétiques et des corridors logistiques intra-africains, réduirait les coûts de transport de 25%. Enfin, publier chaque trimestre un indicateur continental de souveraineté, taux de transformation, valeur captée, emplois créés. Ce baromètre public rendrait les progrès mesurables et comparables. Cette feuille de route n'a rien d'utopique. Elle traduit en chiffres une volonté politique
et en processus une vision de dignité. Car le raffinement n'est qu'un début. C'est la preuve qu'un continent peut se doter d'outils, d'objectifs et d'une temporalité qui lui appartiennent. Dans les couloirs lumineux de la raffinerie d'Ouagadougou, une ingénieure s'arrête un instant. Elle observe un lingot encore chaud, marqué du sceau national, et murmure « Nous avons appris à fondre le métal, mais aussi à forger notre avenir ». Cette phrase, reprise dans les journaux, résume mieux que tout rapport économique ce que Ibrahim Traoré appelle la dignité par la production. À Lagos, le soir, les cheminées de la raffinerie reflètent la lumière sur la mer. Les habitants disent que c'est la flamme de l'indépendance qui ne s'éteint plus. Deux symboles, deux foyers, une même révolution. Ces lieux, une usine d'or, une raffinerie de pétrole, deviennent des monuments d'un nouveau récit africain, celui où l'on ne célèbre plus les signatures de traités, mais les machines qui tournent, les ouvriers qui créent, les nations qui décident. Car l'histoire, enfin, se raconte depuis le sol africain. Et dans le souffle métallique de ces usines, on entend une promesse, celle d'un continent qui ne veut plus seulement survivre, mais construire. Ce que Lagos et Ouagadougou prouvent, c'est qu'une autre voie existe. Sans guerre, sans manifeste, mais avec des plans, des soudures et des chiffres. Deux nations, on sait pour les plaies que la souveraineté peut se construire à l'usine autant qu'au Parlement. Ibrahim Traoré l'a dit, « Nous ne demandons pas la liberté, nous la fabriquons ». Cette phrase, désormais peinte sur les murs d'écoles à Bamako et citée dans les universités d'Accra, devient une boussole. Mais cette histoire n'appartient pas qu'aux dirigeants. Elle appartient à ceux qui y croient, qui la racontent, qui la partagent. Si cette enquête vous a montré qu'une tonne d'or ou un baril de pétrole peuvent valoir plus qu'un traité diplomatique, alors partagez-la. Parlez-en, débattez, interrogez. Quel sera le prochain chantier ? L'énergie ? La technologie ? L'alimentation ? L'Afrique ne se libère pas une fois. Elle se libère chaque jour où elle crée.